Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Dans la jungle de LinkedIn Live. Alors on en avait déjà parlé sur cette chaîne, aujourd'hui on va parler de copywriting ou, selon les mots de notre invité du jour, l'art de transformer les mots en vente. Allez, c'est parti! Et on fait comme d'habitude, je vous propose en fait de poster toutes vos questions et vos commentaires dans la boîte là ici qui se trouve en fait à droite du live. Alors moi je vais commencer, comme d'habitude je vous pose la question, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un de nos lives? Alors dites-nous oui c'est la première fois ou non je suis un grand habitué. Et on va tout de suite en fait commencer en fait à parler de copywriting avec Nina Ramen et donc j'accueille Nina Ramen. Bonjour Nina. Bonjour. Alors Nina, je te présente Ève Rocher qui est content stratégie chez nous et Charlotte Cabaton qui est Chief CEO chez nous. Enchantée. Donc Nina, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre première invitée, donc en fait la marraine de l'émission, donc dans la jungle de LinkedIn Live, le premier numéro. Et donc avec toi évidemment on va parler de copywriting. Alors tu es une des boss de LinkedIn, donc on est évidemment très content de t'accueillir aussi à ce titre. Et du coup, moi, j'ai parcouru évidemment attentivement donc, ton profil LinkedIn pour voir un petit peu ton parcours. Alors, j'ai découvert que tu avais donc 61 000 abonnés sur LinkedIn. Ah, bravo. C'est pas mal. Donc, en lisant tes posts, j'ai vu que tu avais aussi 10 000 abonnés à ta newsletter, Devenez mémorable avec le copywriting. Exactement. 1200, tu me dis si les chiffres sont encore bons, peut-être ça a changé. Hein. Les chiffres sont bons, ils n'ont pas changé dans la nuit. Ils n'ont pas changé dans la nuit. Bravo. 1200 à ta newsletter culottée, oui. Dont l'objectif c'est en fait d'aider les femmes à prendre la parole en public. Hein. C'est ça. C'est bien ça. Alors on est passé à 2400, mais j'ai pas mis, c'est ma faute parce que j'ai pas mis le chiffre à jour. Pour la simple raison, c'est que j'ai mis ce projet-là en pause. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc c'est un newsletter qui était petite, que les gens adoraient, mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'ai mis en pause parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas courir tous les lièvres. Voilà, exactement. Ok, et alors donc sinon, tu as lancé ta société, la manufacture du copywriting il y a 1 an. C'est ça. C'est bien ça. Avant ça, tu étais chez Germinal pour 11 mois. C'est ça, exactement. On t'a aussi beaucoup connu pour ce passage. Ça. Et puis, avant ça, tu étais à l'école du recrutement pendant 3 ans. Et puis avant, tu as une formation de chimiste. Oui, alors, ça mène à tout, voilà. La chimie. Qui n'a rien à voir exactement. Moi, j'ai fini mon stage de fin d'études et je faisais des crèmes pour les cheveux chez L'Oréal. Bon, je te rassure, moi je suis physicien, donc comme ça, tu vois, on doit pouvoir faire des expériences ensemble. Alors, qu'est-ce qui n'est pas sur ton profil LinkedIn et qui serait intéressant de savoir? Qu'est-ce qui n'est pas sur mon profil LinkedIn et qui serait intéressant de savoir? C'est assez marrant comme question parce que je suis ultra transparente sur mon profil, donc je raconte beaucoup ma vie. Mais sur mon profil, ce qui n'est pas, c'est que je viens de devenir maman. Donc au moment où j'ai lancé ma boîte, tu as dit que tout à l'heure j'ai lancé ma boîte, effectivement la manufacture, 2 semaines avant, je découvrais que j'étais enceinte. Ah. Donc je me suis dit, souvent quand on se lance, on se dit je vais quitter mon CDI, j'étais en CDI, je me lance, c'est pas vraiment le moment où on se dit qu'on va avoir un enfant. En général, même sans être enceinte, les gens te disent mais t'es sûre, mais c'est risqué. Et donc avec ce projet de maternité, c'est vrai que ça m'a posé quelques questions, mais finalement, j'en suis là aujourd'hui et j'ai lancé le projet. Les 2 projets, les 2 bébés. Les 2 bébés en même temps. Mais ça t'a aussi donné pas mal d'angles et de choses à raconter aussi. Alors, ça m'a donné plein de choses à raconter et surtout, ça m'a donné un timing. C'est-à-dire que quand tu te lances enceinte et que tu sais que dans 9 mois, en fait, tout s'arrête et qu'il va falloir que tu fasses pause pour t'occuper de ton enfant, ça m'a très vite en fait, obligée à me mettre dans mon business et à lancer tous les produits que je voulais lancer. C'est comme ça que j'ai lancé mes 3 produits, que j'ai fait mes 200 000 € de chiffre d'affaires. Enfin voilà, ça m'a obligée en fait, à aller très vite. Donc ça, finalement, au final, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Enfin, arrêter, pas vraiment, parce que tu as continué... Ouais. En fait, tu as apporté la preuve qu'il était possible
d'être maman et d'être active, et même maman au début. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, c'est compatible et on peut le faire de façon tout à fait harmonieuse. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'il y a plein de manières en fait de vivre sa maternité et que vivre sa maternité, c'est pas forcément préparer la chambre, pouponner et tout. Parfois, vivre sa maternité, ça peut être aussi continuer d'entreprendre et continuer cette vie-là. C'est pas forcément le cliché d'Instagram qu'on voit des mères en train de pouponner. Il y a aussi ce sujet de se dire en fait, comment est-ce qu'on peut concilier la vie d'entrepreneuse, et même si c'est bien aussi de se couper de la vie professionnelle, mais juste il y a plusieurs manières de le faire, et je trouve que c'est bien aussi de montrer d'autres manières de le faire. Voilà. Alors Nina, on va parler copywriting. Mais avant ça, moi je te propose de regarder un petit peu quelles ont été les news LinkedIn du mois, les quelques news qu'on a repérées, qui nous semblent intéressantes quand même à repartager aujourd'hui dans ce live. Les news LinkedIn. C'est LinkedIn qui vient de lancer un nouveau format publicitaire, donc les Document Ads. C'est un nouvel outil de lead generation qui va permettre de proposer un contenu sans rupture, c'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de passer par des landing pages, tout sera sur LinkedIn. Donc le format, comment ça se construit? Donc votre audience aura un carrousel avec l'extrait d'un document type e-book ou étude. Et ensuite, s'ils veulent en savoir plus, donc ce sera vraiment juste un teasing, s'ils veulent en savoir plus, il faudra débloquer ce document, donc cliquer sur le CTA. Et ensuite, on sera redirigé sur un formulaire LinkedIn. En plus, l'avantage des formulaires LinkedIn, c'est qu'ils sont pré-remplis. Donc il y a juste à cliquer et en 2 clics, ils ont leur document. Donc c'est vraiment un super avantage pour ce type de format. Et le deuxième avantage aussi, c'est que le reporting est assez précis. Parce que par exemple, on peut connaître le pourcentage de personnes qui ont regardé les premières pages de votre contenu. Donc voilà, on peut voir si c'est efficace ou pas du tout. Donc toi qui as l'habitude de proposer des contenus sur ton site, est-ce que tu penses que ça peut être un format intéressant pour toi Alors c'est un contenu de LinkedIn Ads, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est des pubs en fait. Ouais, c'est des pubs, ouais. Alors moi, c'est vrai que je suis une mauvaise élève pour ça en tout cas. J'ai jamais fait de publicité sur LinkedIn, je sais que ça se fait, je sais que ça existe. Je n'ai jamais fait, donc c'est vrai que j'ai pas pratiqué les autres formats d'ads. Donc pour le coup, j'ai pas de retour d'expérience à faire. Par contre, celui que j'ai et ce que je comprends au travers de ce que tu dis, c'est que l'avantage, c'est qu'au lieu d'aller récupérer les leads et les opportunités et les données en dehors de LinkedIn, en fait, elles se collectent sur LinkedIn. C'est ça. Donc, ça a l'avantage d'être plus rapide parce qu'en un clic, on le fait et donc on se dit qu'on va récupérer plus de données. Ouais. L'inconvénient, c'est que ces données ne nous appartiennent pas parce qu'elles restent dans LinkedIn. Alors c'est ça. Après, tu peux effectivement télécharger les formulaires de LinkedIn Ads. Tu peux quand même télécharger les données. Okay. Ils sont même connectés en fait à ton CRM. Mais moi, j'ai une question quand même. Oui. J'ai une question. Dis-moi. C'est que, en fait, dans différents lives, j'ai interrogé pas mal de gens qui sont dans cette communauté, des gens qui sont puissants sur LinkedIn et notamment vis-à-vis des communautés de freelance ou des communautés d'entrepreneurs, etc. Et j'ai l'impression que justement les marketing solutions, c'est-à-dire en fait les campagnes de LinkedIn les campagnes de publicité sur LinkedIn, c'est vraiment l'outil qui n'est pas utilisé en fait par l'ensemble de cette communauté. Pourquoi ? C'est hyper efficace. Ouais, en fait, parce qu'on est... c'est cher, mais efficace. Voilà, alors parce qu'on est élève de la croissance organique et moi, en fait, j'ai l'habitude de faire mes trucs avec 3 bouts de ficelle, un radeau et de me dire, bon allez les gars, venez, on y va. Parfois, il y a des choses que je fais, ça se voit que c'est hyper artisanal parce que j'ai commencé comme ça, avec 0 budget. Et quand tu as l'habitude de fonctionner avec 0 budget marketing, parce que moi, tu vois, je suis solopreneuse, j'ai vraiment pris mon clavier et puis en fait, c'est comme ça que j'ai monté ma boîte. Je n'avais pas de budget à la base. Donc, c'est un peu cette culture-là qu'on a. C'est la culture de se dire, bon, on va trouver la croissance la plus... Alors, pas forcément la plus rapide, parce que c'est en fait l'organique prend plus de temps, mais celle qui, en fait, aujourd'hui, nous permet de croître sans forcément y mettre du budget qu'on n'a pas. Et alors, aujourd'hui, tu me dirais, tu as les moyens de faire de la pub. Et là, c'est clairement aller explorer quelque chose que je ne connais pas et donc monter en compétence sur le sujet. Et pour le coup, sur LinkedIn, je ne l'ai jamais fait. J'ai un petit peu mis du budget sur d'autres. Là, je commence à apprendre à le faire, mais c'est un métier. Mais c'est ça. Le métier, tu vois, pardon, mais le métier de moi que je fais, c'est
Enfin, moi, je sais écrire, quoi. Je me dis, gérer des budgets, etc. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas l'expertise. C'est une vraie expertise, en fait. Et c'est ça aussi, je pense. C'est le temps d'apprendre sur cette expertise-là. Et on le voit beaucoup, d'ailleurs, dans cette communauté, utiliser Facebook et Instagram, assez peu LinkedIn. Et LinkedIn, c'est hyper efficace parce que tu peux cibler exactement les gens que tu veux. Enfin bon, alors j'en profite, moi, je vais poser la question en fait à l'audience. Est-ce que vous utilisez en fait les solutions marketing de LinkedIn, donc en gros les publicités. Et puis j'en profite pour dire bonjour à Randa, Laura, Valérie, Véronique, Joséphine, Malika, Adoli. Voilà. Deuxième news. Alors donc la deuxième news, c'est que bientôt on aura la possibilité de programmer ses contenus sur LinkedIn. Donc c'est une super news pour les community managers parce qu'on sait que les horaires ont un réel impact sur la visibilité des contenus. Il existe déjà des outils qui le proposent, mais le problème c'est qu'on ne peut pas vraiment taguer. Tout ce qui est tag, c'est un peu une galère. Et également, on ne peut pas programmer tout ce qui est format un peu différent, type sondage, ou les carousels, voilà. Donc c'est vraiment une super nouvelle pour les créateurs de contenu. Et toi, par exemple, est-ce que tu utilises déjà des outils de programmation ou... Alors, je n'utilise pas d'outils, décidément, vous allez vous dire, Nina, mais moi, je suis vraiment une artisan. C'est puriste, c'est comme, tu sais, dans l'escalade aussi, tu montes son corps. Non, mais c'est ce qu'il faut s'imaginer, parce que, en fait, le copywriting, je réponds à ta question juste après, mais en fait, si tu veux, c'est la forme du marketing que tu peux utiliser vraiment avec zéro budget. Le copywriting, c'est un stylo. Toi, le copywriting, ça existait avant Internet. Ça existait quand tu le faisais sur une page, sur une feuille de papier, quoi. Donc c'est vrai que le copywriting, on n'a pas trop non plus cette culture-là d'utiliser les outils. Ceci étant, pour en revenir à ce que tu disais, j'ai pas d'outils de programmation pour le moment, donc c'est moi avec mes petites mains qui le fais. Par contre, j'ai un planning sur lequel j'ai des posts qui sont programmés. Donc là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je l'ai en tête. J'ai des posts qui sont programmés pour les 2 prochains mois. Donc j'ai je le fais sur Notion, avec mon calendrier et à chaque fois, je mets mon post qui est déjà écrit et le sujet de quoi ça va parler. Si c'est du féminisme, copywriting, etc. pour ne pas traiter toujours les mêmes sujets. Et après, copier-coller, mise en forme, à la main, quoi, à l'ancienne. Hein. Donc tu très bonne nouvelle. Prends en compte l'horaire quand même dans la publication, dans ta stratégie de publication en fait. Peu. Peu parce que je me suis rendu compte que, tu vois, j'ai fait des posts un samedi à midi. En fait, ça a bien marché, quoi. Donc c'est vrai que là, tu vois, c'était un week-end. On peut se dire que le week-end, les gens, ils sont pas trop sur LinkedIn. Mais en fait, moi, ma cible est liée. Parce que ma cible, c'est plutôt des entrepreneurs, donc des gens qui ne sont pas toujours déconnectés de leur téléphone. Heureusement, malheureusement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a ça. Et par contre, ce que j'essaye de faire, de respecter, c'est toujours de publier le matin. Voilà, je publie avant 11h en général. Donc c'est vrai qu'un outil de programmation de post, ça peut être pas mal. Ah, t'as Grégoire qui nous dit le côté artisanal est intéressant, mais c'est vrai que 2 mondes se côtoient désormais sur LinkedIn. Ouais. Mais travaillons tous ensemble. S'il n'y en avait que 2. Peut-être la 3e news. Donc la 3e, c'est que dorénavant, sur la messagerie LinkedIn, il y a un nouvel outil qui va pouvoir permettre de faire un peu de ménage. Donc c'est Focus Inbox. T'en as entendu parler ? Pas du tout, mais c'est une excellente idée. C'est vraiment. En fait, l'avantage, c'est que ça va pouvoir mettre 2 catégories. Donc, tu auras la partie focalisée, donc tes contenus dits pertinents, en fait, ce que LinkedIn va considérer comme pertinent pour toi. Et la catégorie autre, donc sous-entendu les spams. Donc, c'est pas une nouveauté, on va dire, très originale dans le sens où ça existe déjà, que ce soit dans Gmail ou toutes les autres boîtes de réception classiques, ça existe déjà. Mais ça fait sens à la stratégie de LinkedIn parce qu'on sait qu'ils ont déjà commencé la chasse au spam, parce que maintenant on ne peut plus faire de campagne d'email en Europe. Donc ça fait plutôt sens à leur stratégie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est toutes les personnes qui ont des comptes premium ou qui utilisent Sales Navigator, est-ce que leurs contenus vont être directement dans les spams ou pas C'est un peu la question. Et toi, tu avais une position sur cette question de l'email, justement. Alors déjà, ma messagerie LinkedIn, c'est un capharnaüm, vraiment. C'est ma messagerie de LinkedIn. Parfois, les gens m'envoient des messages, je ne les vois pas, même des opportunités de business, d'interview, etc. Les trucs, ils disparaissent. Donc, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ces 2 onglets, un peu comme sur Instagram, en fait, avec les gens que tu connais, les gens que tu ne connais pas. Et d'ailleurs, LinkedIn sait déjà identifier ce qui t'intéresse et ce qui ne t'intéresse pas, vu que
dans les vues de profil, il te dit très bien les vues de profil qui t'intéressent et les vues de profil qui ne t'intéressent pas. Pour ceux qui n'ont pas premium, en fait, quand on a premium, on a cette possibilité de voir un tel a vu ton profil et il y a des vues intéressantes. Donc, je trouve que c'est une super bonne idée. Après, sur l'envoi d'email, moi, je suis plus dans la... Enfin, j'en reçois plus que j'en envoie, mais je trouve que c'est un excellent moyen de contacter les gens, en fait. Mais simplement, il faut juste laisser la possibilité aux gens d'avoir un endroit propre, entre guillemets, sur lequel on puisse y voir quelque chose. Parce que moi, là, aujourd'hui, du coup, j'ai abandonné, en fait. Je me dis, bon, un jour, je me dis que je prendrai tout et je ferai archiver. Et j'archiverai tout d'un coup. Et bon, bah tant pis, de toute façon, si c'est urgent, les gens, ils relancent, quoi. C'est un peu ma stratégie en ce moment, sur mes DM. Alors, je vous propose qu'on parle de copywriting. C'est l'obsession du moment. On passe à l'obsession du moment. Nina, c'est quoi le copywriting? Ah, très bonne question. Alors, le copywriting, c'est avec un W et pas avec un R. Le copywriting avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots, mais de vendre au sens large, au sens de convaincre. Quand on est sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, ça va être comment tu fais un like, comment tu génères un like ou un commentaire. On voit bien qu'il y a des posts qui font plus de likes que d'autres, et donc ça, c'est forcément l'écriture qu'il y a derrière qui joue. Mais ça peut être aussi sur les newsletters, comment est-ce qu'on fait en sorte que les newsletters soient ouvertes, soient lues, et poussées à son paroxysme. L'art de vendre avec les mots, c'est quand on a une page de vente. Sur Internet, aujourd'hui, on vend vraiment sur des pages, quoi. C'est de faire en sorte que les gens cliquent sur le bouton « Acheter ». Donc ça va d'obtenir un like, à ouvrir un email, à cliquer sur le bouton « Acheter ». C'est comment tu arrives à convaincre une personne qui a des milliers de kilomètres de toi, en gros, de cliquer sur le bouton, quoi. Que ce soit liker, acheter, partager. Et tu dis, pour y arriver, il faut vendre ton problème. Ah, quand est-ce que j'ai dit ça? Je ne sais plus quand est-ce que j'ai dit ça. Je te dis, je t'ai lu. Oui, et vu, puisque tu participes à pas mal de podcasts, aussi vidéo, audio. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, vends le problème, pas la solution. Si tu arrives à comprendre les problèmes des gens, tu arriveras beaucoup plus facilement à leur proposer une solution. Imagine que je te dise, ok, toi en fait ton problème c'est que tu veux te déplacer à Paris, sauf que pour faire de Bastille à République, tu mets 1 heure parce que en fait, tu es dans les embouteillages, tu es dans le taxi, tu es dans ta voiture, c'est impossible. Bon, et tu as aussi comme problème que tu habites dans un appartement parisien. Et donc un appartement parisien, tu ne peux pas faire rentrer un vélo dans un appartement parisien. Autre problème, tu as peur de le laisser en bas de chez toi et de te le faire voler parce que il y a pas mal de vols de vélos, on le sait. Donc là, déjà, je suis arrivée avec un problème. Je t'ai identifié, toi, Gilles, parce que je sais que tu vis à Paris, je sais que tu as des bureaux qui sont à Bastille et donc que potentiellement, tu fais ce trajet régulièrement. Bon, moi, je te propose un vélo pliable, donc tu es sûr que tu vas pouvoir, et qui tient dans un placard, dans n'importe quel placard d'un appartement parisien. Bon, là, tu vois qu'en comprenant ton problème, je peux t'apporter une solution. Mais si j'arrive et que tu es... je sais pas, Jean-Jacques qui vit en Creuse et que lui, il a un autre problème, c'est qu'en fait, sa roue de vélo, elle crève tout le temps parce qu'il a des pavés ou des graviers sur son chemin. En fait, il n'a pas le même problème et le vélo pliable, il s'en fout parce qu'il a un garage. Donc là, tu vois bien qu'il faut d'abord comprendre la personne que tu as en face de toi avant de lui apporter la solution. Et donc, la valeur du copywriting, elle réside pas tant dans les mots que tu vas utiliser, mais dans à quel point tu vas réussir à comprendre la personne qui est en face de toi. Et une fois que tu as ça, en fait, l'écriture, c'est les 100 derniers mètres. Et là, en fait, tu fais référence aux personas, en fait, donc aux différentes personnes. Dans un contexte B2B, est-ce que finalement, ce qui n'est pas plus important, si c'est le titre, la fonction de la personne, est-ce que la notion de persona a encore beaucoup de sens? Oui, alors je travaillais du coup à l'école du recrutement, tu l'as cité, et effectivement, on avait un produit qui était à destination des recruteurs. Donc c'est un produit de formation à destination des recruteurs. Et c'est vrai que dans ce produit-là, c'était du B2B et il y avait plusieurs personas qui intervenaient. Tu avais l'utilisateur final qui était le recruteur, tu avais le manager du recruteur qui était le prescripteur, qui était la personne qui disait « Hey, je veux former mon équipe ». Et tu avais souvent le CEO ou le DRH ou le DAF qui faisait le chèque. Et donc tu ne peux pas effectivement promettre les mêmes choses à toutes ces personnes. Et pourtant, elles sont toutes impliquées dans le cycle de vente. Je m'explique, le recruteur, tu vas lui dire, écoute, tu vas envoyer un message à ton candidat, tu n'auras pas besoin de le relancer 10 fois, ton message sera beaucoup plus efficace. Son manager, tu vas lui dire, tu vas avoir une équipe plus performante. Donc, tu vas pouvoir avoir de meilleurs chiffres, etc. Et auprès du DRH, tu vas lui dire, écoute, c'est remboursé par
tel ou tel budget de l'État ou pas, quoi. Donc en fait, tu vas amener des arguments différents, donc ça reste du B2B, puisque là on est dans le cadre d'une entreprise, et effectivement c'est plutôt les positions dans la boîte qui changent l'argument que tu vas utiliser. Ouais, parce qu'on voit quelquefois ce sujet des personas s'inviter dans le B2B, mais je trouve que c'est pas... En revanche, sur le B2C, ça a beaucoup de sens, quoi. Après, ça dépend. Moi, je pense que c'est des problématiques qui sont très différentes en fonction de la personne que tu as. Et souvent, tu as un prescripteur et tu as un utilisateur. C'est un peu comme les yaourts pour les enfants. C'est-à-dire que c'est les parents qui achètent, mais c'est les enfants qui consomment. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est pas le même bénéfice. Ça me parle. Ouais, l'enfant il faut que ce soit bon, que ce soit sucré, que ce soit marrant, qu'il y ait un peu sympa, etc. L'adulte il va se dire bon ok, il faut que ce soit quelque chose d'équilibré pour mon enfant. Voilà, l'apport nutritionnel exactement. Donc d'ailleurs McDo l'ont très bien compris. Alors eux c'est pas sur la partie apport nutritionnel, mais c'est plutôt vas-y tu vas pouvoir venir, tes enfants ça va pas être compliqué de les faire manger. Parce qu'ils sont dans un environnement divertissant, ils vont être contents. Toi, tu n'auras pas à faire avion. Et l'enfant, il est content parce qu'il a son Happy Meal, etc. Donc, bon, ça, c'est transposable aussi au B2B, moi, je trouve. Ouais, puis bon, tu verras, mais c'est un peu plus tard. Même si tu veux manger du yaourt, l'enfant, il l'a mangé avant toi, donc tu n'en as plus. Et toi, Nina parce que je pense qu'il y a une distinction importante peut-être à introduire ici, parce que effectivement on a parlé de copywriting, mais souvent c'est une notion qu'on a tendance à confondre avec le ghostwriting. Ah. Parce que toi justement, ta force, c'est d'aider les autres à être efficaces avec les mots. Oui, c'est bien ça. Quand le ghostwriter, il va pêcher à ta place. Moi, je vais t'apprendre à pêcher. Donc le ghostwriter, il fait pour toi. C'est-à-dire que il va te dire quelles sont tes problématiques, tes CEO d'une start-up dans le recrutement, ok, de quoi est-ce qu'on va pouvoir parler? Et moi, je vais te sortir 10 posts. Donc, je vais vraiment faire pour toi, tu vas les publier en ton nom. Ça, c'est pas mon métier. Il y a des gens très bien qui le font sur LinkedIn. Mon métier à moi, c'est de te dire, on va se poser ensemble et je vais t'apprendre à faire. Donc, l'idée, c'est de rendre les gens, au bout d'un moment, totalement indépendants. C'est vrai qu'à un moment, les gens ils me disent, bon, Nina, je sais faire, ciao, quoi. Donc, je garde pas mes clients toute la vie, c'est sûr. Mais de l'autre côté, en fait, ils font par eux-mêmes. Et elles feront par eux-mêmes parce que c'est majoritaire. Oui, parce que justement, on retouche à la notion de segmentation. Toi, ton créneau, c'est aider les femmes à être plus efficaces, leur apprendre en fait, parce que c'est pas juste aider, c'est vraiment les aider à être plus efficaces. À être plus visibles sur LinkedIn, et ça c'est parti d'un constat. Ouais, d'un constat. J'étais dans un classement des top influenceurs LinkedIn, et dans ce classement, il y avait seulement 2 femmes. Donc, je vais citer l'autre qui est Caroline Mignot. Oui. Ça fait 20% des personnes qui étaient dans le classement. Et je me suis dit, mais c'est pas normal qu'on en soit à ce stade-là. Il y a un autre classement qui est sorti 6 mois après, il n'y en avait plus qu'une. Donc, là, je me suis dit qu'il y a un problème. Et donc, j'ai fait un live, comme celui qu'on est en train de faire là, en beaucoup moins bien. On n'était pas dans la jungle. Mais bon, j'ai fait un live, il y avait à peu près 1000 personnes. Et en fait, que des femmes, pour le coup. Et c'était vraiment, j'ai donné tout mon contenu gratuit pour les aider à prendre la parole sur LinkedIn, à écrire des bons posts. Donc, il y avait les bases de l'algorithme, il y avait les techniques d'écriture, il y avait les sujets à aborder. Et aujourd'hui, pendant ce live, c'est devenu une communauté qui s'appelle Ramène ta fraise. Et donc c'est une communauté de femmes, elles sont 2500 je crois aujourd'hui, et elles s'entraident à publier sur LinkedIn. Parfois elles se demandent des conseils, parfois juste elles disent est-ce que vous pouvez aller faire un tour sur mon post, me dire ce que vous en pensez, ça dépend. Et elles s'entraident, il y a énormément de sororité et je suis extrêmement fière de ce groupe. Aujourd'hui il m'a dépassée presque parce que en fait je pensais jamais que ça prendrait cette ampleur. Et en tout cas, tout ce que je fais pour elles, effectivement c'est illimité et ça me tient très à cœur. C'est important d'être engagé maintenant sur LinkedIn, parce qu'on voit, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent des positions fortes, par exemple sur le climat. Toi, c'est effectivement sur le féminisme. On voit que tu as parlé de sujets même très personnels. Et voilà, est-ce que désormais, si on veut avoir une place sur LinkedIn, il faut être un peu engagé, comme on a pu l'être, par exemple, sur Twitter. Voilà. Je pense pas qu'il faut. Parce que y a des gens qui prennent position sur leur expertise, qui le font très bien et ça fonctionne. La vraie question qu'il faut se poser, c'est... moi, j'étais féministe avant d'arriver sur LinkedIn, en fait. Tu vois, je l'étais, j'avais culotté. Tu vois, j'ai monté culotté. C'est quelque chose qui me tient à cœur et du coup, qui transpire dans ce que je fais. Et c'est là où il faut faire attention quand tu
tu prends un sujet, c'est-à-dire que si toi, ça ne résonne pas en toi, au bout d'un moment, en fait, ça se verra avec l'audience, quoi. Et tu vas, toi, t'épuiser. Et surtout qu'on voit le côté positif de l'impact que ça peut avoir parce que les gens soutiennent, mais on ne voit pas le côté négatif d'avoir énormément de haters et de mecs qui viennent te dire, t'expliquer que la maternité, en fait, faut, une femme, la maternité, il ne faut pas qu'elle travaille, etc. Quoi. Bref. Donc, il faut des combats pour lesquels tu es prêt à prendre du feu. Et ça, si tu n'es pas intimement convaincu, c'est compliqué. Donc, je ne pense pas qu'il faille, mais je pense que si tu veux le faire, tu peux. Et la deuxième chose que je vais te dire, c'est que ce n'est pas forcément le sujet engagé qui compte, c'est le sujet que tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre que le réchauffement climatique existe. Ma grand-mère, elle a une position sur le réchauffement climatique. Tout le monde a une position sur le réchauffement climatique. Par contre, tout le monde n'a pas de position sur le copywriting. Parce que personne ne sait ce que c'est. Moi, je vais en soirée, les gens me regardent avec des grands yeux. Ils pensent que je fais du droit de la propriété intellectuelle. Le copyright, c'est le petit C là, qui n'a rien à voir. On n'est pas tout à fait là-dessus. Voilà. Donc ça montre bien. Ça montre quoi? Ça montre que quand tu parles de copywriting, tu t'adresses à une élite, à une toute petite partie de la population, à une niche. Alors que quand tu parles de climat, tu t'adresses à beaucoup de monde. Donc forcément, tu vas avoir plus de posts et d'engagement parce que les gens comprennent ce de quoi tu parles. Ils ont un avis à te donner. Alors que sur le copywriting ou sur le LinkedIn Ads, franchement, il y a tellement peu de gens en fait, qui l'utilisent que déjà, ta cible de base, elle est déjà beaucoup plus restreinte. Pardon. Ouais. Et donc, forcément, ça fait des posts qui sont moins viraux. Mais donc finalement, toi, ce que tu encourages finalement les personnes que tu accompagnes à faire, c'est à se concentrer sur un sujet auquel elles croient, sur lequel elles vont être légitimes, comme tu le disais, sur lequel elles sont prêtes à prendre des coups, et puis un sujet qui va parler, c'est-à-dire qui va être compréhensible à l'audience. Et il y a aussi la notion d'activation chez toi qui est importante, hein, c'est-à-dire quelque chose d'actionnable immédiatement. Ouais, j'essaie d'avoir... moi, après, j'ai du contenu qui me ressemble, donc c'est vrai que je donne des choses qui sont actionnables. Et ce que je les encourage à faire, c'est aussi à avoir une partie expertise. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes intervenir, je le dis souvent, on voit souvent des femmes intervenir pour présenter la météo, mais pas quand c'est pour... et souvent, quand il faut parler d'un sujet sérieux, c'est souvent un mec un peu grisonnant qui prend la parole, quoi. Donc aussi, à intervenir sur des sujets d'expertise, ça, c'est important pour moi. J'essaie de les encourager à ça. Et effectivement, je trouve que quand tu transmets ton expertise, il faut essayer toujours, et ça, c'est un principe pédagogique, moi, mon métier, c'est la pédagogie, c'est un principe pédagogique, c'est de se dire... Je vais essayer de rendre les choses les plus compréhensibles possibles et on a toujours le syndrome de l'expert. On pense que le niveau de l'autre est toujours plus élevé que ce qu'il est réellement. C'est pour ça qu'à chacune de nos interventions, je dis « Ok, qu'est-ce que c'est que le copywriting ?» Là, tu vois, tu m'as posé la question, mais à chaque fois, bien redéfinir parce qu'il y a ce biais-là. Et donc, effectivement, je les encourage, elles, mais de manière générale, c'est un principe d'écriture qui est « Si ta cible ne te comprend pas, elle ne réagira pas. » Alors, on va reprendre cette discussion, mais juste avant ça, on va regarder en fait un petit conseil sur LinkedIn. Faut-il sur LinkedIn? En mars 2021, LinkedIn lançait le mode créateur pour ses membres. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. De nombreux utilisateurs se posent donc la question, faut-il activer le mode créateur LinkedIn? Eh bien, pour y répondre, nous allons voir tout de suite à quoi sert ce mode créateur. Le mode créateur est un paramètre de votre profil LinkedIn qui vous permet d'améliorer votre portée et votre influence sur la plateforme. En activant le mode créateur, vous accédez à des outils et des fonctionnalités supplémentaires. Alors lesquels? Votre bouton connecter est remplacé par un bouton suivre, mais aussi et surtout des fonctionnalités originales pour pouvoir lancer des LinkedIn Live, des lives audio ou des newsletters LinkedIn. Et enfin, LinkedIn promet de pousser votre profil dans ses moteurs de recherche. Pour activer le mode créateur, rendez-vous sur votre profil LinkedIn, puis dans la rubrique ressources, cliquez sur mode créateur qui est désactivé par défaut. Cliquez sur continuer, puis ajoutez jusqu'à 5 hashtags qui seront affichés sur votre profil. Enfin, cliquez sur terminer. Et voilà, le mode créateur est activé. Alors à qui s'adresse le mode créateur? Eh bien par exemple aux leaders qui souhaitent participer à un programme ambassadeur et créer du contenu à fort impact sur LinkedIn. Et vous l'avez activé? Ça a changé votre vie sur LinkedIn? Allez, dites-nous ça en commentaire. Alors on parlait en fait du copywriting. Dans le copywriting, il y a les frameworks. Est-ce que c'est un truc important ou pas pour toi?
Tu utilises, est-ce que tu utilises ou pas? Ouais, alors les frameworks, c'est un peu... comment dire? En fait, oui, c'est des frameworks connus. J'imagine que tu penses à AIDA, par exemple. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, il y a un framework, c'est en gros une structure qu'on peut réutiliser et qui est importante dans le copywriting. Et c'est la première qu'on connaît, c'est AIDA. Donc A pour attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour action. Ça, c'est une base. Mais après, avec ça, tu peux tout faire. C'est comme si je te disais, tu prends de la farine, des œufs, du sucre. Bon, bah, tu peux faire un truc super bon comme un truc vraiment pas bon, quoi. Donc, ça va dépendre énormément de à quel point tu connais ton interlocuteur. Par exemple, quand on dit attention, qu'est-ce qui va attirer l'attention de ton interlocuteur? Pour reprendre l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, bon, bah, si ton interlocuteur il habite à Paris et qu'il a des problèmes pour se déplacer, probablement qu'un vélo pliable, ça va l'intéresser. Mais tu n'attireras pas l'attention de Jean-Jacques qui est à la campagne en lui disant « Hey, prends un vélo pliable », tu vois. Donc, oui, le framework, c'est intéressant parce que toi, ça te permet de te dire « Est-ce que j'ai bien fait quelque chose pour attirer l'attention ? Est-ce que j'ai bien fait quelque chose pour générer de l'intérêt, du désir ? Et est-ce que j'ai bien fait un appel à l'action ?» Donc, c'est un peu un mémo technique, mais c'est pas ça qui va faire que ta copie sera bonne ou pas. Mais en même temps, ça peut aussi être une façon de se mettre à la copie. Exactement. Parce que j'imagine que toi, les personnes que tu accompagnes, c'est souvent ça, il y a le blocage, quoi, la feuille blanche. C'est ça. Et donc, c'est vrai qu'avoir des structures, moi, c'est ce que j'ai. Là, j'ai des ressources que je donne gratuitement sur mon profil LinkedIn. Et il y a 8 structures de postes à voler. Et c'est vrai que quand on a ça et qu'on démarre, ben, ça nous rassure. Alors, au-delà de LinkedIn, le copywriting, pour toi, c'est sur plusieurs canaux, et en particulier le canal newsletter. Alors, si je t'ai bien lu, ce que tu dis, c'est que ce qui est important, c'est aussi de construire sa propre communauté indépendamment des différentes plateformes. Exactement. Alors même si sur les newsletters, maintenant, il y a aussi des plateformes comme Substack, etc., qui peuvent aussi changer un peu la donne et changer leur approche en cours de route. Mais donc, c'est plus important que LinkedIn? C'est comment c'est un équilibre? Comment tu vois ça? Effectivement, c'est important de ne pas être dépendant d'un outil. Ouais. Je pense à notre ami Michael Aguilar, qui a été banni, alors qui est un des plus gros influenceurs sur LinkedIn. Je crois qu'il a plus de 200 000 personnes dans ses abonnés. Ah ouais. Et du jour au lendemain, il a été banni de LinkedIn pendant une semaine. Alors, je ne sais plus quelle en était la raison, et en fait, à la limite, peu importe. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit, si tu ne comptes que sur LinkedIn pour te générer du business, bah, en fait, tu peux mourir du jour au lendemain, en fait, parce que tu n'es pas chez toi, qu'il y a des réels, que peut-être du jour au lendemain, ben, tu sais pas, l'algo peut changer, sans aller jusqu'à être banni, hein, mais l'algo peut changer, voilà, toute ta donnée, elle est là. Donc, les newsletters, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une certaine robustesse dans ton business. Moi, demain, je sais que si tout s'arrête, je ne récupère pas mes 60 000 abonnés que j'ai sur LinkedIn, mais j'en ai au moins 10 000, et c'est ma newsletter. Donc, si tu veux, il y a vraiment ça en termes business, même quand on évalue une boîte, la valeur d'une boîte, on regarde aussi ses datas et le nombre de datas qu'elle comporte, le nombre de prospects potentiels, etc. Donc, ça a de la valeur de l'avoir en interne. Ça, pour moi, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est un canal. LinkedIn, c'est un peu comme aller en soirée. Voilà. Une soirée où tu connais personne, tu vois Michael, tu vois Christopher, tu vois Caroline, tu vois Maude, tu vois plein de gens. Bon, il y en a que tu connais pas, et tu sais pas quand est-ce que tu vas les recroiser. Par contre, la newsletter, c'est l'équivalent d'avoir le numéro de téléphone de la personne. Le numéro de téléphone, c'est-à-dire que je peux envoyer un numéro de téléphone à Caro, je peux envoyer un message à Caro parce que j'ai son numéro de téléphone, donc j'ai son email, et j'arrive directement sur son téléphone. Alors que sur LinkedIn, il faut qu'elle se connecte, qu'elle voit que Nina a posté un truc, que peut-être elle réagisse, alors que si je lui envoie un message, même si elle n'est pas dupe et qu'elle sait que je l'ai envoyé à d'autres personnes, quand on envoie une newsletter, les gens ils savent qu'on envoie à d'autres personnes. Mais il y a ce truc de je rentre dans ta vie. Je rentre dans ta vie, je suis là, dans ta routine. Une newsletter, c'est aussi un rendez-vous qu'on a avec son audience. Exactement. Et juste petit exemple sur le sujet, quand j'étais à l'école du recrutement, j'ai fait une newsletter quotidienne. Donc les gens me lisaient tous les matins, strictement tous les matins. Et je me disais, mais ils vont en avoir marre de moi, ils vont se désabonner. Et il s'est passé l'inverse. En fait, ils me lisaient avec leur café. Et à la fin, ils me disaient, ah, mais Nina, c'est trop bien tes emails, je les lis dans le métro avec le café, etc. Donc, tu rentres dans cette vie-là des gens. Dans l'habitude des gens. Ouais. Et tu as une position particulière. C'est pas toi, et puis après, celui d'après, et puis après Micheline, et puis après Jean-Jacques, et puis etc. Non, c'est toi, quoi. C'est le message que tu ouvres de Nina. Et alors, donc, peut-être que tu as suivi ça, mais c'est un gros lancement, en fait, pour nous. Enfin, en tout cas, on trouve, LinkedIn a lancé les newsletters. Est-ce que tu recommandes aux gens d'aller sur les newsletters LinkedIn? Alors, je dis ça parce que
tu vois, tu as 60 000 abonnés. Quand on lance une newsletter sur LinkedIn, dans les 24 premières heures, tu peux convertir entre 10 et 15% de ta base. Et on l'a encore vu récemment. On a lancé une newsletter sur une très grosse communauté avec une grande marque. Et en 24 heures, on était à 12% à peu près de conversion. Donc, tu vois, 60 000, tu fais le calcul, tu es plus de 6 000 personnes en 24 heures, c'est intéressant. Alors, tu as compris, je ne suis pas quelqu'un des outils. Mais du coup, ma question, c'est, une fois que les gens sont abonnés, donc je crois que la première fois, ils sont notifiés que tu as lancé ta newsletter. Donc, Nina a lancé sa newsletter, machin. C'est ça. Là, il y a 10% de conversion parce que les gens, ils sont notifiés. Et ensuite, une fois qu'ils sont abonnés, ils reçoivent une notification à chaque fois que tu postes Alors, une c'est newsletter. ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la première newsletter, toute ta base est notifiée et incite à s'inscrire. Et puis, à partir de la deuxième newsletter, en fait, c'est les gens qui sont abonnés qui vont recevoir par mail et dans les notifications LinkedIn ton édition. Et par ailleurs, quand tu postes une newsletter, ça génère en fait un post sur LinkedIn et donc le post il va lui-même vivre sa vie, trouver des nouvelles audiences. Comme ça, ton nombre d'abonnés va croître en fait de façon organique. Et tu peux même le sponsoriser si tu fais du ads. Du ads. Oui, alors j'ai pas de newsletter LinkedIn. Vu les arguments que j'ai dit avant, tu comprends bien que voilà pourquoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça notifie ton réseau. C'est ça, c'est hyper puissant d'avoir Nina a lancé sa newsletter. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est hyper cool. Après, moi, je pense, enfin, il y a un contre-argument à ce que tu viens de dire, je trouve, c'est que une bonne newsletter ne fait pas un bon post. Et inversement. Et donc, si tu veux, je ne sais pas à quel point le format newsletter, une fois qu'il se transforme en post, il a un potentiel de viralité ou un potentiel d'exposition. C'est-à-dire que quand tu transformes ta newsletter en post, est-ce qu'il y a des newsletters qui explosent, quoi ? C'est ça la question. Ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas se dire, bon, j'ai une newsletter et à partir de cette newsletter, je vais la modifier et en faire un post qui sera plus digeste et plus facile. En fait, je ne crois pas au copier-coller. Je crois au recyclage. De se dire, OK, j'ai fait une newsletter trop bien, je vais en faire 4 posts LinkedIn. Moi, c'est ce que j'enseigne. Donc, en général, je dis aux gens, faites votre newsletter. Puis avec cette newsletter, tu en fais 4 posts LinkedIn. Tu fais 3 TikTok et tu fais une vidéo YouTube. Je dis n'importe quoi. Bon, c'est un peu ça que j'encourage. Mais par contre, je ne pense pas que tu puisses faire du copier-coller. Donc, c'est un peu ça, en fait, l'objection que j'ai. Mais après, ce n'est pas quelque chose que j'ai testé. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Et je sais qu'il y a des gens qui font des super newsletters sur LinkedIn pour le coup. Donc voilà, j'encourage de toute façon les gens à écrire. Je trouve que c'est déjà tellement dur en fait d'écrire. C'est pas grave, fais une newsletter en fait. Si toi t'es bien dans la newsletter, fais la newsletter. Et puis après, ce sera plus simple pour toi de faire des posts LinkedIn, de faire d'autres choses à côté en fait. En fait, l'avantage de la newsletter, c'est aussi, comme on le disait, c'est un rendez-vous. Donc ça incite, ça oblige en fait à mettre en place une routine. Et surtout, nous, ce qu'on constate, c'est que ça oblige aussi à être conséquent sur un sujet. C'est-à-dire que on n'est pas, on survole pas. Voilà, on rentre dans le dur et comme en plus on a un rendez-vous récurrent avec les gens, on peut pas se contenter de. Voilà, on est obligé de le faire à intervalles réguliers et d'enrichir le sujet à chaque fois. Donc on crée de la valeur avec le contenu et les newsletters. Et juste peut-être une petite précision, quand on publie une newsletter sur LinkedIn, on crée un post aussi. Mais ce post-là, on le crée. C'est-à-dire qu'on a la main pour le présenter de façon, la façon la plus intelligente possible. Oui, d'accord, ok. Oui, effectivement. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça oblige. Et pour en revenir, juste rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment le sujet de l'engagement social. De se dire, ok, quoi qu'il arrive, le mardi à 10h, en fait, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a un truc qui part. Ce qui est marrant parce que les gens ne se sentent moins engagés quand c'est sur un post. Ils ne vont pas s'engager comme ça. Et c'est quoi tes conseils, alors vraiment, principaux pour lancer une newsletter qui cartonne ? Voilà. 3, 4, 5 conseils. 3, 4, 5 conseils. Wow. 2, 1. Tu sais que j'ai fait une conf d'1 heure là-dessus, donc c'est dangereux de me lancer là-dessus. Hein. T'as vu, moi je parle beaucoup, hein, donc vraiment c'est dangereux. Non, alors, premièrement, si tu te comportes comme un robot, les gens te traiteront comme un robot. Donc les newsletters contact@sephora.fr, c'est ce qu'il y a de pire. Désolée Sephora, si tu sais qu'il y a une fois, il y a vraiment chaque fois tu cartonnes Sephora. Et il y a vraiment une nana de Sephora qui m'a appelée et en fait finalement et ça marchait, elle a dit moi j'aurais écrit de la bonne newsletter et tout. Donc c'était un vrai lead commercial. Donc si tu te comportes comme un robot, les gens te traiteront comme un robot. Donc
incarne ta newsletter, même si c'est du B2B, c'est pas parce que on fait du B2B et qu'on porte la voix d'une boîte qu'on est obligé d'être chiant. Tu peux être Nina de chez Sephora et tous les jours c'est Nina qui m'écrit ou toutes les semaines c'est Nina, tu l'incarnes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de ne pas essayer de vendre. Moi c'est toujours la même méthode, c'est 80-20, 80% d'amour, 20% d'argent. Donc 80% du temps, j'essaye vraiment de donner du contenu gratuit. Mes newsletters, c'est des cours de copywriting. Si tu n'as pas envie d'acheter de produits chez moi, en vrai, tu consommes toutes mes newsletters. Tu n'as pas besoin d'aller acheter une formation, un produit, un machin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu gratuit. Je le donne pratiquement en illimité, parce que les gens qui sont sur les produits, en fait, ils achètent. Donc vraiment, il y a vraiment le sujet de apporte de la valeur. Apporte de la valeur, les gens ne te payent pas en argent, mais ils te payent en temps. En temps d'attention. Et c'est ça qui est important. Donc ça, ce serait le deuxième conseil. Et le troisième conseil, ce serait une base email propre. C'est-à-dire pas de base email achetée par je sais pas qui, je sais pas quoi, je sais pas où, on ne sait pas comment on les a obtenus parce que c'est des emails qui ne sont pas qualifiés. Donc potentiellement, tu risques d'être identifié en spam. Et être identifié en spam, on ne veut pas être identifié en spam parce que si tu pars en spam, c'est comme si tu avais perdu 4 heures d'écriture de ta newsletter. Donc vraiment, avoir des emails qui soient propres et nettoyer sa base email. Moi, si tu n'as pas ouvert mes emails au bout de 10 emails, c'est bon, en fait, tu dégages, quoi. Il y a ça. Donc ça, c'est très important. Vraiment avoir une base email obtenue, qualifiée. Ça, voilà, on peut le faire de différentes manières, dont les LinkedIn Ads. À la fin, je vais me retrouver à faire la promo de LinkedIn Ads, donc il y a ça. Et dernière chose... viens du côté obscur. Ouais, du côté obscur, je suis en train d'être absorbée là. Et quatrièmement, et je terminerai par ça, c'est le conseil bonus, c'est travailler ses titres. Travailler un titre, c'est comme travailler la bande-annonce de son film. Si ta bande-annonce elle est nulle, personne ne viendra voir ton film. C'est pareil. L'objet d'email, il faut que les gens aient envie de cliquer dessus. Il faut que les gens ils se disent « Ah, trop intéressant, j'ai envie de savoir, hop, boum ». Et là, ça agit sur ton taux d'ouverture. Mais si tu n'as pas de contenu intéressant, si tu te comportes comme un robot, si tu n'as pas une base email propre et que tu tombes en spam, ça ne sert à rien de travailler ton titre. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont hyper importants. Alors Nina, on va maintenant s'intéresser justement, on va revenir sur le copywriting, mais avec un cas pratique. Oui. Ok. Donc voilà, donc je te propose une nouvelle rubrique, fake ou pas fake. Alors Nina, on est particulièrement content d'inaugurer cette rubrique avec toi. Donc Gilles vient de la nommer, fake ou pas fake. Alors tu vas voir, le principe il est très simple. Je vais te présenter 2 posts. Okay. Le premier post LinkedIn, c'est un vrai post. Il a été écrit par quelqu'un. Okay. Et le deuxième post, c'est un post qu'on a généré avec un outil qui s'appelle le Viral Post Generator. Alors je ne sais pas si tu connais. Oh, non, je ne connais pas. Écoute, tu vas le découvrir à cette occasion. Alors je précise. Ouais. L'un des deux, c'est pas le premier et le deuxième. Non, pardon, oui, c'est moi qui l'ai deviné. C'est ça. Tu vas nous dire lequel. Et effectivement, l'exercice consiste à identifier lequel est lequel. Et donc, sur la thématique, on n'est pas allé chercher très loin. On s'est dit, pour inaugurer aujourd'hui, pour cette grande première, on s'est intéressé à un puits sans fond de l'enfilage de perles sur LinkedIn. C'est les posts motivationnels pour le freelancing. Tu vois, tu te doutes, on n'a pas été déçus. Alors l'idée c'est pas juste de rigoler et d'être méchant, c'est pas du tout ça. L'objectif c'est d'essayer d'illustrer quelque chose qui est très important pour nous, mais je te propose qu'on découvre les posts tout de suite. Donc le premier post, le voici. Alors je te l'ai imprimé parce que sur l'écran c'est pas facile à voir. Donc c'est un premier post. Vas-y, lis-le. Voilà. Alors je vais juste faire l'explication de texte. Donc là, on le voit bien, ça c'est le deuxième, je te le montre après. Je regarde pas. Donc on commence par poser la problématique, le choix cornélien, freelance ou salariat. Après, une petite quote inspirationnelle, choisir c'est renoncer, que quiconque n'ait jamais mis ça dans sa première disserte de philo jette la première pierre. Et puis après, on pèse le pour, le contre. Donc 3 arguments pour le salariat, 3 arguments pour les freelances. Et puis un petit teasing pour finir en beauté. On dit voilà mon choix, je vous le donnerai lundi. Donc ça c'est notre premier post. Ok. Tu me dis quand c'est bon pour toi, on passe au deuxième. Ouais, je choisis un truc aussi. Si je choisis le freelance, je dois renoncer au revenu fixe et à la stabilité, à travailler en équipe et un point. Si je choisis le salariat, je devrais renoncer à choisir mes projets, la liberté totale, l'adrénaline du freelance.
Je n'ai pas prête à faire ce choix. Je suis en paix avec moi-même, avec cette décision. Ok. 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 On passe au deuxième. Alors, deuxième poste, un petit peu plus court. Et là, c'est toujours la même thématique, on l'a dit. Donc, ça commence, c'est clair. Hein, j'ai peur de quitter mon job. Voilà, c'est dit. Donc là, on commence par l'aveu. Alors, inavouable, mais pas trop quand même. Hein, on ne veut quand même pas se couper, se mettre totalement hors du jeu. On joue ensuite la proximité avec l'audience. Voilà, comme beaucoup de personnes ici. J'essaie vraiment de faire en sorte que mes actions restent alignées avec mes valeurs. Et là, effectivement, c'est un constat auquel beaucoup de personnes sont arrivées. Au quotidien, c'est pas forcément facile, voilà, quand on est dans une boîte. Et la réalité, c'est que cette personne-là, je vais tout plaquer, c'est pas son truc. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Et là, elle appelle à l'audience en disant, voilà, pour moi, c'est compliqué, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Voilà. Donc là, on appelle aux commentaires en fin de poste. Donc ça, c'est notre deuxième poste. Alors, donc la question, c'est lequel des deux, d'après toi? Moi, je pense que c'est le deuxième qui est faux. Donc le plus court des deux. Le plus court des deux, ouais. Ok. Alors, verdict? Bravo. Ouais. Alors, Bien trouvé, vas-y. Je peux vous dire l'argument? Vas-y. Alors, ça ne va pas être un argument d'écriture que je vais dire. Bon, il y a un peu de l'argument d'écriture, mais en fait, sur la deuxième phrase, il y a ce club de mecs cool n'est pas pour moi. Et on voit qu'il n'y a que 2 commentaires. Tu mets ça dans un post, en fait, tu as beaucoup plus de commentaires pour avoir mis mec. Des phrases sensiblement identiques pour parler justement des clubs, des boys clubs. T'as pas de commentaires quand tu dis ça. En fait, et t'as beaucoup plus de gens qui te tombent dessus. Dessus positivement ou négativement, mais souvent ça crée du débat et c'est une des manières de rendre un post viral d'ailleurs, c'est de créer du débat. Et la deuxième phrase, pour moi, elle est ultra polémique et pourtant il n'y a que 2 commentaires. Donc c'est comme ça que j'aurais dit. C'est pour ça que bien vu. Mais sinon, après, sur le reste, sur le fond. Par contre, voilà, c'est pour ça que je précisais bien. C'est pour ça que je précisais bien que c'était pas un argument sur l'écriture, que c'était un argument sur vraiment sur le nombre de commentaires. Peut-être la prochaine fois, il faut cacher. Bon, alors là, alors effectivement, pour tout te dire, quand on l'a mis en forme, je me suis dit tiens, ça c'est bon. Ça donne un indice, hein, vraiment. Ça donnait un indice. Mais bon, c'est quand même le moment où je dois avouer un truc, c'est que ce poste-là, on a dû le pimper un peu, ok? Parce que là, on va regarder, on a le vrai, donc celui qui est généré. Alors, il est généré en anglais. Okay. Et là, en fait, ce dont on se rend compte, et j'ai envie de dire, Nina, c'est une bonne idée, parce que ça veut dire que le cerveau humain a encore de beaux jours devant lui. C'est qu'en fait, on se rend compte que, voilà, en fait, on va rentrer on rentre en fait le thème et une quote. Et puis après, ils fabriquent en fait tout seul le post, hein, c'est de l'intelligence artificielle. Okay. Mais on se rend compte que ça fait des phrases parfois qui ne veulent pas dire grand-chose. Après, moi, j'ai gardé l'essence, mais voilà, ça c'est le fond. Mais en fait, le fond du sujet, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement de perte sur... en fait... Voilà, on voit de plus en plus des gens qui disent un petit peu la même chose, tu vois, qui rebâchent un petit peu les mêmes approches, etc. Est-ce que tu ne considères pas que c'est un risque justement pour le copywriting, s'il n'y a pas un moment où on va un peu se lasser de ces trucs inspirationnels? Je dirais que le copywriting, le copywriting existe depuis les années 50, depuis que la publicité existe. Donc, a priori, jusqu'à maintenant, on s'en est pas lassé. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Propre à LinkedIn, là, je parle de vraiment ce qui se passe sur LinkedIn. Voilà, après, c'est ce qu'on en fait. En fait, c'est un outil, le copywriting. C'est vraiment l'écriture, c'est la connaissance de la personne qui est en face de toi. Il y a beaucoup de psychologie dedans. Bon, voilà, c'est des disciplines qui existent depuis longtemps. Donc, voilà, c'est un outil. Après, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Bon, c'est sûr que tu peux t'en servir pour faire des trucs vraiment pas cool et un peu nuls. Pour en revenir à est-ce que tous les posts vont finir par se ressembler? Moi, je pense que quand les posts se ressembleront vraiment tous, les gens ne s'engageront plus dedans. Regarde, les sondages, au début, ça marchait super bien, c'était le nouveau truc, tout le monde en faisait. Maintenant, ça marche un peu moins bien. En fait, à partir du moment où tu exploites quelque chose trop longtemps, si la foule va trop dans ce sens-là, en fait, les gens vont s'arrêter de liker. C'est-à-dire qu'il y a ça. Et si, deuxièmement aussi, on a le fil qu'on mérite. C'est-à-dire que si les gens continuent à faire des posts inspirationnels un peu à la con, que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui aiment en fait. Donc on ne peut pas dire je veux regarder du Arte, alors qu'en fait ce que les gens like c'est du TPMP quoi. Donc désolé pour ce rien TPP, mais en fait voilà c'est ça, c'est aussi le fantasme de se dire ah ouais moi je voudrais un truc hyper instructif et tout, mais alors qu'au final ce qui obtient des likes c'est ça aussi. Donc
c'est la réalité du marché, c'est la réalité de ce que les gens veulent et ça, elle est, je dirais, indiscutable. Tant que ce genre de post inspirationnel fera 10 000 likes, bon, bah, en fait, c'est aussi la réalité du marché à laquelle on est confronté. Et peut-être que nous, en tant qu'experts, on aimerait, on se dit, enfin, expert, moi, je pense pas l'être, mais je veux un truc intellectuellement plus élevé. Bon, bah, en fait, finalement, on est les seuls à... Alors, après, c'est vrai que, peut-être juste un mot rapide, hein, mais sur la raison pour laquelle on a imaginé cette rubrique, une fois de plus, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'était pas ça du tout l'objectif. Nous, alors je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais quelque chose qui nous motive vraiment au quotidien, c'est la guerre contre l'eau tiède. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, c'est finalement ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment encourager les gens à mettre leur tripes, en fait, dans ce qui... Parce que écrire pour écrire, c'est pas efficace. En fait. Il faut avoir quelque chose à dire. Et aujourd'hui, c'est un combat, j'ai envie de dire, quand on parle des freelances, voilà, bon, on peut comprendre, ils ont besoin d'exister, ils n'ont pas forcément tout de suite les méthodes, et tu le disais, ça s'apprend. Voilà. Mais c'est aussi quelque chose qu'on voit chez les marques, voilà, cette tendance à vouloir rester mainstream sur des sujets dont tout le monde parle. Voilà, lisse, et pas aller chercher ce qui nous caractérise. Effectivement. Si tu dis la guerre, c'est mal, bon, bah, tu vas avoir peu d'engagement. Tu vois, les gens disent ah ouais, la guerre, c'est mal, bon, bah, c'est cool, c'est très consensuel, et c'est pas de prise de risque. Par contre, si tu dis moi, je suis pour le revenu universel, bon, bah là, tu vas avoir une flopée de gens pour et une flopée de gens contre. Alors, sans parler de politique, même si tu vois, tu peux décliner ce sujet sur ta thématique. Si tu peux dire l'automatisation, je sais pas, c'est l'avenir. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais des choses qui sont des prises de position. Et peut-être, et je comprends ce que tu dis, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est que pour vraiment dire des choses, en fait, il faut dire des choses. Et il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Parce que si des gens te détestent très fort, il y aura probablement des gens qui t'aiment très fort et inversement. Et plus tu resteras dans cette zone de tiédeur, entre guillemets, et plus, en fait, moins tu créeras de l'engagement et plus ce sera chiant. Et juste par rapport à ce que tu dis, il y a une vidéo de Franck Lepage où il prend justement des verbatims, vraiment c'est de la langue de bois. Et je vous invite à regarder, vous tapez langue de bois Franck Lepage sur YouTube, vraiment. Alors, continuez de regarder la vidéo et après, faites ça. Et vraiment, c'est assez impressionnant parce qu'il prend des noms au hasard et en fait, il les sort. Et vraiment, il arrive à faire des phrases en langue de bois totale et ça ne veut rien dire. Donc, si un texte peut générer automatiquement, c'est exactement la même chose que la génération de texte là, sauf que c'est lui qui le fait à la main. Et on se rend compte que tu peux parfaitement écrire et faire des trucs totalement vides de sens. Donc oui, effectivement. Un puits sans fond aussi, puisqu'il y a la bullshit quote, si peut-être tu connais de la newsletter dont j'ai oublié le nom. Et puis j'ai découvert récemment Time to fuck up. To fuck off. Alors c'est la franchement pour les gens. Une version, en fait, bullshit, dans bullshit marketing de TTSO, Time to sign off. C'est une super newsletter. Moi j'ai découverte aussi à la même occasion. Alors, toi qui aimes l'écriture, tu vas adorer. C'est écrit avec une plume vraiment unique. Ok, trop bien. Voilà. Il faut savoir que j'ai une boîte mail uniquement dédiée à mes newsletters. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça s'appelle nina.amen.newsletter. S'il vous plaît, n'utilisez pas cette boîte mail. Parce que c'est vraiment pour mes newsletters. Donc, je ne lis pas les mails autres que les newsletters. Et je suis abonnée à tellement de newsletters que j'ai une boîte mail uniquement dédiée aux newsletters. Voilà. Donc, si vous aimez les newsletters, c'est une petite astuce à utiliser pour vraiment les consommer au bon moment et pas au moment où tu es en train de répondre à ton client et puis tu as la newsletter trop bien qui tombe et tu dis j'arrête tout et tu te retrouves à regarder ta newsletter et tu te défocuses. Alors Nina, on arrive au bout en fait de cette émission et juste je voulais quand même un mot sur peut-être les podcasts que tu as lancés parce que là on sort effectivement de la simple écriture. Donc Power Angels, 5 podcasts lancés par 5 femmes influentes, plutôt on va dire dans l'univers marketing, enfin ça débrouille crypto aussi, enfin voilà, c'est donc tech. Donc c'est juste en un mot, c'était quoi l'idée et qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant aujourd'hui ? Alors mon podcast s'appelle Transformer les mots en euros. Ouais. C'est un épisode par jour, 5 minutes et comme tu disais tout à l'heure, hyper activable. Donc t'écoutes ton épisode pendant 5 minutes et derrière tu peux le mettre en application tout de suite. C'est pas des concepts où je raconte ma vie, mon œuvre, c'est vraiment ok. En fait, je vais t'aider à écrire là maintenant tout de suite.
Il y a 70 épisodes qui sont faits, tournés et qui sortent au compte-gouttes chaque jour. Jusqu'à février, c'est ça? Exactement, jusqu'à février. Et il y a des copines qui font ça avec moi, surtout que c'est des personnes dont j'adore le contenu et que je recommande très chaudement. Caroline Jurado sur Capter la crypto. Et Caroline Mignot sur Performer sur LinkedIn. Exactement. Après, il y a aussi Aurélie Moulin qui est sur Instagram et Valérie Dion qui est sur le SEO. Ouais. Donc voilà, on a chacune un peu nos spécialités et le but c'était de transmettre un maximum sur ce sujet-là. Je crois que les gens ont compris que j'étais très engagée pour les femmes. Donc voilà, encore une fois, regardez les 5 femmes. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir chacune notre expertise et d'être identifiée pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tout fait sens. Du coup, d'être des femmes identifiées sur un sujet tech, quoi, expert. Oui, et puis d'expertise. Expertise, exactement. Incarner l'expertise au final. Exactement. Et du coup, Nina, on peut te retrouver sur le podcast donc jusqu'à février et même après, puisqu'on pourra toujours accéder en fait évidemment aux différents podcasts. Exactement. Et donc ta newsletter. Et sur ma newsletter ninaramen.com. Ninaramen.com. Voilà, comme ça s'écrit. Merci beaucoup d'avoir été notre première invitée pour cette première émission. Merci à toi, merci à tous les trois. C'était un plaisir d'être là pour cette première émission. Puis donc, bon vent au copywriting. Oui. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission prochainement. Enfin, donc, a priori, on est plutôt sur un format mensuel. On est en train de tester un petit peu. Hein. Donc, à bientôt dans la jungle de Story Jungle.